Everyone, premier média étudiant d'Evry. Premier média étudiant d'Evry. Sur 95.4 FM. 95.4 FM. Et sur le web, everyone.com. Everyone. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre. 18h-20h. 18h-20h. Talk show Everyone. Bonjour à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes sur Everyone 95.4 ou sur le web www.everyone.com. Il est 18h, nous sommes mercredi et le mercredi c'est le jour des sorties cinéma. C'est aussi à partir d'aujourd'hui, puisque c'est notre grande première, ça sera le jour de Director's Cut. Pour vous qui êtes des fidèles de la radio Everyone, peut-être étiez-vous attristés de la disparition de Director's Cut. Eh bien, le phénix renaît de ses cendres, puisque nous, équipe de chroniqueurs de l'émission Armagnac, diffusée le vendredi de 18h à 19h, nous avons choisi de reprendre le flambeau. Et ça commence tout de suite avec l'équipe de chroniqueurs. Il cuisine les critiques les plus pures du marché. C'est le Heisenberg de l'analyse cinématographique. C'est l'incontournable Léo. Bonjour Léo. Bonjour David, très content d'être ici avec toi ce soir. Elle se faufile dans les salles obscures, volubile et pétillante. Elle est la Célestine de Director's Cut, la très chère Charlotte. Bonsoir et merci. Il nous libère des chaînes du consensuel et dégaine les bons mots plus vite que son ombre. C'est le Django de la radio, c'est Kevin. Bonsoir. Bonsoir Kevin. Son charisme vous convaincra très vite d'adhérer à sa secte. C'est le master d'Everyone, il s'appelle Buster. Bonsoir. Bonsoir Buster. Et oui, Director's Cut, c'est la nouvelle émission cinéma d'Everyone. Elle sera consacrée au cinéma, mais au cinéma au sens le plus large. Nous parlerons évidemment de l'actualité des sorties, mais aussi de séries télé, de sorties DVD, d'événements cinématographiques, de festivals. Bref, nous surferons sur la vague des actualités. Et pour cette grande première, l'actualité cinéma veut ça, nous parlerons principalement de cinéma hollywoodien. Alors évidemment, vous en doutez, on parlera, et vous l'avez compris avec la présentation, on parlera de Quentin Tarantino, de Paul Thomas Anderson. Et on va commencer tout de suite avec le premier film, si tu veux bien l'introduire, Kevin. Et bien sûr, donc aujourd'hui nous allons commencer par parler de Jack Reacher. Donc avant de commencer à parler tous ensemble du film, moi je vais me permettre d'ouvrir cette première émission par 2 petites minutes comme ça sur Jack Reacher et les films à licence. Parce que voilà, Jack Reacher quand même a été amené comme un très potentiel futur film à licence et donc voilà, je voulais revenir pour commencer sur qu'est-ce qu'un film de licence. Donc en gros aujourd'hui un film de licence, c'est un gros producteur voilà qui réunit un peu tous ses associés. Et il se dit bon bah les mecs cette fois-ci au lieu de vous chercher des réalisateurs un peu professionnels tout ça, vous allez lire. Les mecs disent vous allez lire. Oui vous allez lire, vous allez bouquiner, vous allez vous taper toute la littérature contemporaine et vous allez me chercher un bon écrivain qui a écrit 10 ou 12 tomes, de préférence des bons thrillers, hein, voilà. Vous allez prendre pas le meilleur mais presque et puis à partir de ça, on va sortir le premier film qui va être un succès parce que j'ai foutre un gros comédien hollywoodien dedans. Et puis après, une fois que ça aura du succès, on va se faire les 10 autres tomes et puis comme ça on est tranquille et riche pendant au moins 20 ans, hein, voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc là le mec il se dit bon bah je vais appeler Tom Cruise, hein. Tom Cruise qui était quand même déjà sur Mission Impossible, donc on va l'avoir sur Mission Impossible et Jack Reacher, mais bon à une autre époque il y en a qui ont eu Harrison Ford sur Star Wars et Indiana Jones. Donc voilà, pourquoi pas. Donc j'ai envie de dire, avant de revenir sur Jack Reacher, pourquoi pas à l'avenir d'autres films à licence, hein, pourquoi pas Andrew Garfield dans Oui Oui, hein, ou Scarlett Johansson dans Martine à la plage. Moi j'attends avec impatience. Bref, en tout cas revenons à nos moutons et puis je commence par une question ouverte. Voilà, quel est votre avis sur ce thriller qui s'appelle Jack Reacher? Alors, je vois que tous les regards se pointent sur moi, donc je vais commencer. Alors, Jack Reacher, c'est un film au niveau du polar qui m'a énormément plu, qui est construit vraiment en 2 parties. Si on regarde au niveau vraiment de la structure du film, il y a une première partie sur une enquête
donc sur quelqu'un qui a fait des meurtres au sniper, qui vient de la guerre irakienne, qui est un soldat irakien déjà un peu douteux. Puis Jack Reacher arrive, va enquêter sur ça. Il y a un coupable qui nous est donné dès le départ. Et petit à petit, Jack Reacher va comprendre qu'en fait, non, se cache derrière lui un complot énorme aux méandres sinueux, interminables. Et une deuxième partie où là, on entre dans le film d'action, on entre dans qui est Jack Reacher lorsqu'il prend son flingue et qui s'y met. Et on passe dans le film d'action pur. Donc moi, ce qui me passionne le plus, c'est vraiment la partie de l'enquête qui m'a vraiment éclaté. D'ailleurs, le film est réalisé par Christopher McQuarrie, c'est ça son nom, McQuarrie, je crois, qui est donc le scénariste de Usual Suspect. Et c'est là où ça devient intéressant parce que le film il y a beaucoup de connexions surtout au niveau de la partie de l'enquête par rapport à Usual Suspect, où dans Usual Suspect ça commençait, on avait un homme comme ça dont on voyait pas le visage qui tue un autre homme, et la plus grande partie du film sera de savoir qui était ce mec là. C'est un peu ça la révélation du film. Là il fait encore plus fort, il nous montre le visage de l'homme qui a tiré, et la scène juste après, on nous montre le visage donc du coupable, de coupable présumé de la police, et le spectateur a un doute, tout l'accuse, et on ne sait plus si jamais on a vu cette tête-là avant, et justement il joue sur notre imaginaire, sur est-ce que c'était bien lui, est-ce que c'était pas lui. Donc voilà, ce jeu-là, je l'ai trouvé, voilà, c'était déjà très intéressant, mais après toute la partie de l'enquête, comment ça évolue, comment il va. Comment il détourne aussi les codes du truc, ça gonflait vraiment vachement bien. Puis après on arrive dans la partie film d'action, où là, alors niveau scène d'action ils savent y faire les mecs, hein, ça déconne, il y a du niveau. Seul problème, arrive aux dernières minutes du film, tout va se régler, grand tromblon, trompette et tout, en fait même pas, car il y a justement un soin justement sur ce traitement très sec, sans musique, on entend juste le son des balles qui ricochent, mais tout d'un coup toute la morale du film qui se fait sur un personnage comme ça super ambigu, qui se fait justice un peu soi-même, d'un seul coup se détourne un peu du mon point de vue et vire un peu limite dans un fascisme simple, on va dire, très américain, qu'on retrouvait dans les films des années 70, dans les vigilante movies, dans Charles Bronson, et voilà, et sans vous révéler quoi que ce soit, il abat froidement sa justice comme un très mauvais justicier des polaires de l'époque. Et ça m'a plutôt dérangé, surtout que le film était bon au début, qu'on était pris dans le truc, que Tom Cruise est excellent. Tom Cruise, franchement, c'est peut-être un gros con, mais il est quand même, c'est pas un bon comédien, quoi. C'est un très bon producteur aussi, surtout. C'est quand même ça, moi, qui me donne confiance en ce film Jack Reacher, c'est que finalement, si ça tombe sur une saga, on sait que Tom Cruise en sera le producteur, et on sait qu'il sélectionnera des bons réalisateurs pour le faire. C'est ce qu'il a fait sur Mission Impossible à chaque fois, en leur laissant toute la liberté d'expression. C'est vrai, mais alors d'ailleurs, juste très rapidement par rapport à la licence, ça va peut-être pas être une licence vu ce que j'ai vu, ils voulaient en faire une licence, mais a priori il n'y a pas assez de box-office, et donc là les mecs ont pas assez d'entrées et hésitent à faire un 2, et ils misent tout sur les sorties asiatiques. Ils doivent faire à peu près 100 000 entrées en Asie, et s'il n'y a pas ces 100 000 entrées en Asie, on n'aura pas de Jack Reacher 2. Alors donc c'est marrant ce que tu dis, parce que même si j'ai été très intéressé effectivement par la partie enquête, moi la partie action m'a énormément enthousiasmé, et justement ce que je trouve intéressant dans ce personnage, c'est que c'est la création d'une nouvelle figure du film d'action, figure du film d'action de l'ère Obama. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu, dans les années Bush, Jack Bauer qui représentait la paranoïa, la question du droit d'ingérence, des questions morales autour de la torture, etc. La transition entre Bush et Obama s'est fait autour de Jason Bourne, le moment où on se questionnait sur son passé, donc que garder en mémoire, hein, puisque c'est bien ça la question de Jason Bourne. Et là, Jack Reacher, je ne sais jamais comment on le prononce. Reacher. C'est celui qui représente cet esprit de liberté, d'autonomie. L'individu doit se dédouaner du pouvoir des banques, du pouvoir des institutions. Et justement, la justice qu'il va créer, elle se fait par le peuple. Vraiment, le peuple est de son côté. Au moment, cette scène que j'ai adorée, au moment où il est à l'arrêt de bus et où un passager lui donne sa casquette pour qu'il échappe à la police. Voilà, on n'a plus confiance en la police, et c'est le peuple qui va aider à recréer une nouvelle justice. Je vois très bien le côté fascisant qu'il y a là-dedans, même si moi j'y vois plutôt des valeurs façon western, mais n'empêche que c'est aussi la volonté d'une autonomie, d'un individualisme qui est très obamien. Voilà, mais ce qui me dérange, c'est pas que le personnage ait un côté un peu facho, un peu comme ça, je fais ma justice et de toute façon les gens ont besoin d'une justice que la police représente pas. Ça me dérange pas, surtout qu'il joue bien et que tout est bon. C'est qu'à aucun moment le film va dire
va remettre en cause ce qu'il fait et jusqu'au bout on dira ouais t'as bien fait Tom, t'as bien fait de le flinguer, il le méritait bien. Ça se présente pas comme ça tout à Moi, fait, je mais à trouve que aucun moment sans doute. C'est tellement radical, j'ai envie de dire, c'est tellement grossier qu'il faut quand même pas beaucoup de jugeote pour prendre du recul là-dessus, quoi. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'on le reçoive immédiatement comme étant un truc facho. Il y a un recul qui est pris justement parce que c'est radical. Je veux dire, le personnage qui est joué par Werner Herzog, idée géniale. Mettre Werner Herzog en méchant de film hollywoodien, c'est formidable comme idée. Voilà, c'est clairement un méchant ultra caricatural, c'est presque un méchant de dessin animé, et du coup il y a immédiatement James Bond même. Ouais. Exactement. Du coup, il y a immédiatement du recul qui est pris parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un méchant du cinéma hollywoodien ne se fait plus comme ça. Donc, à mon avis, le recul, il est là. Charlotte, ton avis peut-être ? Moi je suis assez d'accord avec vous sur l'énergie, sur les bonnes idées. C'est vrai qu'il y a des bonnes scènes d'action. On a vu ça avec la scène des courses-poursuites en voiture que j'ai beaucoup aimé, scène d'ouverture pareil. Après sur le jeu de Tom Cruise, je serais peut-être un peu plus difficile que vous, dans le sens où moi j'aime bien Tom Cruise, vraiment dans Mission Impossible je le trouve vraiment excellent. Or là je l'ai trouvé fade, je trouvais qu'il jouait pas. Voilà, il y avait quelque chose de très neutre qui pour moi ne collait pas du tout avec le film. Et à côté de ça, voilà, énormément de bonnes idées au niveau du scénar, au niveau du mythe du méchant qu'on voit très rarement dans l'ombre, la nuit, donc des choses très intéressantes. Malheureusement, ça ne m'a absolument pas convaincue et pas emballée. Voilà, malgré les bonnes idées, rien ne m'a surprise et rien ne m'a emballée. D'accord. Les bonnes idées quand même, elles sont là où elles sont vraiment intéressantes et très amples, c'est qu'elles prennent totalement le contre-pied justement du film d'action classique. C'est-à-dire que je trouve qu'on est à chaque fois surpris de la tournure des événements et même ils s'en amusent, quoi. C'est-à-dire que dès le début, l'arrivée de Jack Reacher, il est présenté comme étant celui qu'on va attendre pendant un bon moment et direct il débarque dans la salle et c'est constamment ça. Je trouve que ça c'est très bien mais pris. ça j'en ai absolument conscience. C'est-à-dire que vraiment je vois les moments de surprise, je vois qu'ils sont bien foutus, mais je sais pas, ça m'a pas emballé. Vraiment, j'ai eu un recul sur moi en me disant mais Charlotte sois surprise. Et non, ça ne venait pas. Non, ce qui est sûr, c'est que s'il y a quand même un gros bémol à poser, c'est que ça manque d'un vrai grand metteur en scène, en fait. C'est pour ça que ça aurait été aussi intéressant de voir la saga. C'est qu'est-ce qu'aurait fait Paul Greengrass de Jack Reacher, quoi. Ça aurait été vraiment intéressant. On peut se poser ça sur pas mal, on l'a vu comme il y a pas longtemps avec James Bond et Skyfall. Skyfall, voilà, Sam Mendes. Ça, c'est une question qu'on peut se poser pour des films d'action dont on se sent frustré par la réalisation en général. Oui, c'est ça. Mais la fin, je reviens sur ce qu'a dit Léo. Moi, ça c'est pas au niveau du scénar, mais au niveau de la réalisation, je trouve que elle est bâclée, quoi. Moi j'ai trouvé que la fin en 2-2, tout se règle. Je ne spoil pas, mais tout est plus ou moins réglé. Et voilà, on sent que les gars ils se sont dit on est à 2 heures, il faut se grouiller, quoi. Et c'est dommage. Vraiment, il y a eu un moment où je me suis dit que c'était bâclé. C'est surtout moi. Bon, j'avoue, je spoil un peu. Non, alerte au spoiler. Il n'en est rien à faire. Tant qu'il prévient, bouge tes oreilles. C'est juste que ça finit sur une scène. Enfin, pas fini forcément, mais il y a une scène comme ça où d'un seul coup, le réalisateur nous montre en empathie un personnage de gros salaud qui est le personnage qui était le coupable présumé, qui d'un seul coup est innocenté par un truc Deus Ex Machina où il a perdu. Je suis en train de tout vous raconter que je m'en fiche. Voilà. Bon voilà, où d'un seul coup Deus Ex Machina, on trouve un moyen de l'innocenter alors que c'était très compliqué, alors que ça paraissait impossible à faire. Et d'un seul coup il pleure et tout, et d'un seul coup on se dit ah ouf, il n'ira pas en prison. Et on est heureux pour lui, alors que quand même c'est un personnage affreux qui nous est décrit au début. Le mec il a pas changé pendant tout le film. Il y a un truc moralement qui est c'est vraiment ambigu et à aucun moment il dissipe la fumée, quoi. Et ça m'a mis mal à l'aise. Je suis sorti mal à l'aise. Mais voilà, je trouve que le mot fascisme est peut-être un peu fort. Je pense que ça correspond à une certaine vision de la justice américaine. Ouais, pas fascisme, facho. C'est dans ma tête. Bon, en tout cas, en regardant Jack Reacher, j'ai retrouvé par un moment, même si la façon de faire est tout autre, le plaisir de faire un film d'action, un thriller on peut retrouver des fois dans les bons Soderbergh. Vraiment le côté, voilà, j'amuse à faire une poursuite en voiture et je mets pas de musique parce que j'ai juste envie que vous entendiez le crissement des pneus et voilà, c'est juste le plaisir simple d'une bonne poursuite en voiture, par exemple. Après dans les faiblesses du film, voilà, il y a
il y a quelque chose qui est en constante, et j'ai l'impression d'avoir parlé de James Bond depuis le début de l'émission, mais de ces grands héros américains qui n'ont pas de sentiments, qui arrivent à se maîtriser, et à aucun moment ils ne versent une larme, à aucun moment on se demande qu'est-ce qu'ils pensent. Donc forcément ça aide à la projection de se dire il pense rien, je vais penser à sa place. Enfin, il ne montre rien, je vais ressentir des choses à sa place. Mais là il joue la carte. Juste quasiment entièrement sur les 90% du film. Jack Reacher est vraiment ce personnage très clinique, très froid, qui fait les choses avec pragmatisme, et vraiment ce qui gâche le film, c'est ces 10 minutes de fin où d'un coup on vire dans le pathos, dans cette morale d'un coup qui apparaît, alors que jusqu'ici il y avait vraiment une notion de la justice qui est restée floue, et il a vraiment... Vas-y. Non mais c'est exactement ça, j'allais dire oui c'est très bien. Merci. Voilà. Léo a approuvé. C'est ça, c'est que ça aurait pu être un polar où voilà ils sont tous pourris, où Jack Reacher c'est un héros pourri au milieu de gens pourris, voilà, où c'est tous un peu des traîtres, le présumé coupable c'est quand même un mec affreux, et au final voilà ça finit quand même bien, les personnages apparaissent bien. Mais le fait que Jack Reacher par contre soit un personnage très froid, ça me dérange pas tant que ça, parce que ça faisait longtemps qu'on avait que des héros d'action qui étaient tous comme Jack Bauer, Jason Bourne, qui n'arrêtaient pas de se remettre en question, de pleurer même souvent et tout machin. Là voilà, il nous livre un mec brut franc du collier qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, mais il le met dans une situation, dans un truc beaucoup plus polar qui a pas grand chose à voir. Ça m'a dérangé moins. Mais voilà, par contre l'univers qu'il y a autour, pour moi, je suis déçu. Ils sont pas allés au bout de leurs idées, au bout de ce qu'ils auraient pu faire. Oui, alors que le pitch est très intéressant, parce que c'est quand même un des rares films comme ça, à grand spectacle, on va dire, justement, qui, en fait, n'offre pas tellement de grands spectacles comme ça. Je les ai comptés sur le bout des doigts. Il y en a 0 des explosions dans le film, si je ne m'abuse. Et enfin, ça paraît tout bête comme ça, mais des films d'action sans qu'il y ait des grosses explosions, des effusions de sang comme ça, ça devient très rare aujourd'hui, parce qu'on tombe facilement dans le les gens veulent du pain et des jeux, des explosions et du sang, et on va leur donner ça. Et là, il y a une sobriété, c'est vrai. Voilà. Une grande sobriété. Merci pour le terme, le lexique. Et moi, je l'ai pas vu, donc voilà. Mais je fais partie de ces personnes qui vont vous rappeler que si vous avez vu Jack Reacher et que vous voulez réagir à ce qui se dit, vous pouvez le faire. Nous, notre Twitter, c'est @cut_directors avec un S. Et puis vous hashtaguez le nom du film. Voilà, n'hésitez pas à être critique, n'hésitez pas à nous insulter s'il le faut. On lira on donnera les comptes privés surtout David. C'est ça. On lira les tweets intéressants dans la prochaine émission qui sera donc dans 15 jours. Voilà, on a aussi un Facebook, un Director's Cut, où justement vous pouvez réagir de la même façon, nous poser des questions. Enfin, n'hésitez pas, nous sommes tout oui. Et bien on va passer maintenant au deuxième film de ce soir, et ce sera un film particulièrement attendu puisque c'est le nouveau film de Paul Thomas Anderson qui s'appelle The Master. Paul Thomas Anderson, ça fait partie de cette génération de cinéastes indépendants des années 90 qui ont pris en main Hollywood en changeant la définition de ce que c'était qu'un auteur. Et donc là The Master a été donc très attendu aussi parce qu'il a été présenté au Festival de Venise où il a reçu le Volpi, la coupe d'argent du meilleur réalisateur et du meilleur comédien, à la fois pour Joaquin Phoenix et pour Philip Seymour Hoffman. Il a été présenté comme étant un film sur la scientologie et Paul Thomas Anderson s'en est totalement défendu. Alors quand on voit le film, il est bien évident qu'il emprunte toute l'histoire de la scientologie à son récit, mais en fait ce qu'on se rend compte, c'est que ce qu'il voulait dire, c'est que le film ne parle pas de ça. Le film ne parle ni de scientologie en particulier, ni de secte en général. En fait, c'est une histoire d'amitié entre deux personnages qui, on pourrait les définir comme ça, sont faits pour n'être amis avec personne. L'un parce qu'il est totalement bestial, l'autre parce qu'il est totalement rationnel. Et du coup, le film va consister à montrer comment ces deux personnages-là vont s'opposer, se rencontrer, être fascinés l'un par l'autre, entrer chacun dans des rapports de domination. Alors, est-ce que ce film vous a plu, Buster ? Tu en penses quoi ? Eh bien, moi, The Master m'a, dans l'ensemble, plutôt plu, de par sa photo et de par ses plans séquences à n'en plus finir, et surtout le retour du roi. Joaquin Phoenix, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, et l'empereur. L'empereur, c'était vraiment ça, dans une performance il gère assez bien. Il est à la limite du trop, du j'en fais trop, et en même temps il en fait suffisamment pour être assez sensible. Voilà, malgré tout, moi j'ai trouvé quand même quelques longueurs. Arrivé à un moment donné, on se dit faudrait peut-être conclure, et voilà, c'est mon avis simple et honnête. Et précis. Simple et honnête, voilà. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, mais moi, c'est-à-dire que
au-delà des longueurs qui sont dans plein de scènes, comme ça, il y a des montages très rapides entre plein de différentes séquences comme ça qui s'enchaînent. À des moments, il prend le temps de s'arrêter sur des scènes, et là, t'as vraiment des séquences. Certaines séquences d'ailleurs qui sont dingues, qui sont vraiment des grandes séquences, notamment je pense qu'on va peut-être même en reparler, la séquence comme ça du dialogue où il fait le premier test, où Philippe Seymour l'audition, la scène d'audition, voilà, où Philippe Seymour Hoffman fait l'audition de Joaquin Phoenix, où il lui dit garde les yeux ouverts, il lui pose plein de questions comme ça. Ça fait partie des plus grandes scènes de jeu d'acteurs dramatiques qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, quoi. C'est extraordinaire ce qu'il fait à ce moment-là, Joaquin Phoenix. On en reparlera, il est nommé aux Oscars, il a déjà eu le prix à Venise. C'est clair que personne ne mérite plus que lui là-dessus, enfin pour cette scène-là en tout cas, le prix qu'il aura. Et pareil pour Philip Seymour Hoffman, c'est quand même avant tout ce film la rencontre de deux très grands comédiens d'aujourd'hui. Voilà, moi c'était ça, mais c'est même autre que les comédiens, c'est aussi Paul Thomas Anderson. Je pense que c'est l'un des meilleur directeur d'acteurs au niveau direction d'acteurs. C'est quand même un monstre qu'on est qui par rapport à tous les autres réalisateurs, c'est ce qui pète aux yeux à chaque film, quoi. Donc je reviens sur ceux que j'ai vus, j'ai pas tout vu, mais par exemple Magnolia, Tom Cruise, bah tiens on en parlait avant. Tom Cruise dans Magnolia, il a une présence complètement dingue que justement dans d'autres films, il est juste dans le corps et tout, où là justement il prend toute sa forme. Et dans par exemple Daniel Day-Lewis ou Paul Dano dans There Will Be Blood, je trouve que Paul Thomas Anderson a une façon où même dans les mini-séquences, dans les tout petits plans, voilà, comme par exemple dans The Master où il recoupe plein de plans de différentes séquences, voilà. Dans chaque plan, même tout bête, chaque personnage apparaît, a vraiment une présence de fou. Et je trouve que ça, c'est peut-être la plus grosse qualité de ce metteur en scène avant tout. Parce que même s'il y a des plans séquences, une super photo, des plans séquences et tout, il y a pas, c'est-à-dire qu'il va pas aller dans la folie formelle, il va pas s'éclater à mort à faire des choses dingues, mais c'est juste, voilà, comment il aime ses comédiens et comment il les met en image. À chaque fois, ça m'impressionne, quoi. Juste une toute petite précision, parce que tu parlais de Magnolia. Paul Thomas Anderson avait 28 ans quand il a réalisé Magnolia, qui est un film extrêmement ambitieux déjà à l'époque, un film choral comme ça façon Robert Altman et avec un scénario complètement fou. Et voilà, il avait 28 ans, donc c'est un réalisateur encore très jeune. Oui, mais du coup, finalement, moi, ce qui m'a fait, ce qui a fait que j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, c'était pas d'autant la longueur des plans, en vérité, parce que généralement ils sont assez chargés émotionnellement par les personnages qui sont interprétés, etc. Mais finalement, c'est dans sa narration générale du film, il y a cette zone de creux où il, à un moment donné, s'éloigne et puis après revient et où on se dit bon bah va falloir y aller, quoi, hein, parce que il s'est passé déjà beaucoup de choses et on a traversé beaucoup de choses avec ces personnages et on aimerait bien voir où ça aboutit. Ça, surtout la fin, je trouve que ça finit, il y a une séquence. Attention, pas de spoil. Non, il y a une séquence de moto, je dis rien. Voilà. Qui est une séquence super impressionnante, et après ça, c'est vrai qu'on ça patauge un peu, quoi. Cette séquence de moto, c'est vraiment aussi parce que finalement ce film passe son temps à retravailler la relation entre les deux personnages. Je trouve que cette séquence de moto, c'est la relation de paternité en fait des deux personnages. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où le fils prend son envol grâce à la moto et où le père le voit s'éloigner à perte de vue, quoi. Ouais. Moi je suis plutôt d'accord avec Buster et Léo. C'est déjà je félicite le jeu d'acteur, enfin vraiment j'ai été simplement impressionnée. J'ai énormément aimé la BO. Je trouve que le choix des musiques est assez pertinent. J'ai vraiment retenu ça. Après voilà, des grandes longueurs vraiment, et malheureusement malgré les très 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 bonnes scènes de ce film, je trouve que les longueurs n'ont pas rattrapé ça. C'est-à-dire que il y en a eu, pour moi il y en a énormément, et du coup on perd, vraiment moi il m'a complètement perdu, et les bonnes scènes il n'a pas réussi à me rattraper avec. Donc voilà, dans l'ensemble, voilà, je félicite le film, vraiment je conseille aux gens d'aller le voir, mais voilà, faites attention, prenez un Guernsey. Pas de marque. C'est sûr. Ouais, vas-y. Oui, je vais parler à mon tour de The Master. Alors moi, très bizarre, The Master. Comment dire? Dans l'ensemble, on va dire que je ne l'ai pas aimé, quand même, ce film, parce que, alors voilà. Et tu culpabilises d'ailleurs. Non, mais alors voilà, dans cette émission, on spoil les films, on spoil aussi les critiques. Voilà, merci beaucoup, Charlotte. Donc voilà, moi, je pense, voilà, dans l'ensemble, je l'ai pas aimé parce que, alors voilà, il y a la direction d'acteur qui est absolument excellente, la direction d'acteur et les acteurs eux-mêmes, hein, forcément, par association de cause à effet, mais
j'ai vraiment eu la sensation dans ce film de voir entre guillemets les ficelles, pas forcément du scénario, bien au contraire, je reviendrai dessus juste après, mais vraiment le côté du voilà, il est suffisamment doué pour savoir que ça marche. On fait un plan séquence d'une scène d'interrogatoire, et comme on a des très bons acteurs, bah forcément ça fait une scène géniale parce qu'on a des bons acteurs. Voilà, après je vais pas tomber dans le mec qui râle, dans le râleur de base qui dit bah pour faire du bon cinéma, faut faire un plan séquence et puis tout le monde est content. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ça marche dans d'autres cas, voilà, il connaît les mécaniques pour faire un bon film, il connaît les mécaniques de la photographie, voilà, tout marche quand on prend bout à bout, mais la mayonnaise, il est pas là, c'est-à-dire qu'il nous donne l'impression de nous vendre quelque chose d'une très fort, de nous vendre un thème très fort, très puissant, qui passe par les jeux d'acteurs, et je suis ressorti du film coupable, comme disait Charlotte, coupable en me disant mince, je sens qu'il essaie de parler quelque chose de très très fort, et ça m'est pas parvenu, ou j'ai pas tout compris. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de plus métaphysique qui m'est pas parvenu, et c'est ça qui m'embête un peu, c'est que voilà, justement, il s'est servi tous ces codes qui sont, comme le disait Léo, hein, qui réinventent en rien le cinéma, mais voilà, il a un jeu d'acteur qui est absolument magnifique, mais voilà, la construction, la réalisation est vraiment typique. Mais ton ressenti, il est assez symptomatique par rapport à, pour ceux qui auraient vu la bande-annonce du film. Moi, je me souviens avoir vu plusieurs fois la bande-annonce de ce film. En voulant aller le voir, sans savoir de quoi ça parlait, pourquoi j'avais envie d'aller le voir, juste. Il t'a donné envie d'aller le voir, et c'est ça en fait. Je me dis, bon, bah, à partir du moment où ton histoire, t'arrives pas en gros à donner les 2-3 clés à ton spectateur pour aller le voir et lui donner envie d'écouter cette histoire-là, moi j'ai eu cette impression-là aussi en sortant du cinéma, mais c'est un film que j'ai digéré en fait. J'ai l'impression que c'est un film qui a eu une empreinte sur le long terme. Bon, ça fait pas non plus énormément de temps que j'ai vu, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus j'aime ce film, et plus des séquences clés me reviennent, plus des moments me parlent, alors que c'est pas l'impression que j'avais eu en sortant du cinéma. J'en profite juste pour glisser une petite précision. C'est un film qui a été tourné en 70 mm, format extrêmement rare, donc il faut être très ambitieux et mettre beaucoup d'argent pour faire ça, et malheureusement en France il n'y a qu'une seule salle qui le diffuse dans ce format-là, qui le projette dans ce format-là, c'est, on va faire un peu de pub, l'Arlequin à Paris. Donc si vous devez aller le voir, plutôt privilégier ce cinéma-là. Voilà, c'est un 70 mm en argentique notamment. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Non, juste, je reviens sur le truc, lorsque t'as dit que je disais que formellement il s'amuse pas et tout, mais alors contrairement, parce que il y a un truc très classique, il a plein de réflexes. Enfin, classique, mais bon classique, hein, le classique des bons films. Oui, voilà, plein de réflexes, exactement, de films classiques, de mise en scène classique, mais là où je trouve que justement il prend tout le monde à contre-pied, c'est au niveau de la narration, où par contre justement le fait que tout le monde réagisse en se disant il y a des longueurs, que vous soyez, personne sait trop comment parler, c'est quand même, il fait exprès de nous perdre. Enfin, dès le début, on suit un personnage, moi j'aime bien cette intro où on suit justement le personnage de Freddy qui est comme ça, qui va d'un endroit à un autre, tu sais même pas comment il est arrivé d'un point A à un point B, et tu le vois vivre, un coup marin, un coup en train d'arracher les trucs, et toujours être dans la fuite comme ça, se faire poursuivre par des mecs. Photographe, tu vois, dans tous ses rôles, et au final il y a la confrontation avec Philippe Seymour Hoffman, et là le film commence. Mais le film fait exprès comme ça de nous montrer des moments épars, je pense, de errance du personnage, pour nous mettre dans la peau du gars, quoi. Et cette scène d'introduction d'ailleurs, elle est je la trouve extrêmement intéressante, parce qu'en fait, au-delà du portrait du personnage de Freddy, je pense que c'est aussi un portrait de l'Amérique en tant qu'elle est prête à accueillir la scientologie. C'est-à-dire qu'en fait, de quoi on parle finalement, on parle des soldats brisés par la guerre, on parle de la libido exacerbée, on parle de l'importance que se met à avoir la psychologie à travers cette scène du test de Rorschach, pardon. Et on parle de l'artificialité. David a adoré Watchmen. Mais c'est référence à ça, le masque de Watchmen, c'est pour ça. Et voilà, on parle aussi de l'artificialité de la mode, etc., du fast. Et du coup, tout ça est repris. Ce sont des motifs qui sont repris après par le personnage de Philippe Seymour Hoffman, qui va accueillir à bras ouverts le personnage de Freddy. Moi, je voudrais revenir sur Amy Adams, que j'ai particulièrement aimé dans ce film. Je sais que elle a raté l'Oscar l'année dernière, il me semble, avec Fighter. Elle était nominée. Je me rappelle plus qu'elle était nommée. Et du coup, là, j'espère profondément qu'elle l'aura.
Moi, je voulais revenir, on a encore un petit peu de temps sur ce film, sur Joaquin Phoenix, parce que dont on va encore beaucoup parler ces prochains temps. Donc, justement, pour le mettre en comparaison avec The Master, le film de Paul Thomas Anderson, voilà. Si on le prend sur le papier, ce personnage de Joaquin Phoenix, que j'adore, le personnage autant que l'acteur, si on le prend sur le papier, il pourrait nous être vendu comme un espèce d'alcoolique un peu traumatisé par la guerre, dont peut-être on verrait pas ce symptôme, dont on ne connaîtrait pas précisément l'origine de son dérangement. On mettrait un autre acteur dedans, il nous jouerait le rôle d'un espèce d'alcoolique un peu rustre et ça serait peut-être quelque chose de beaucoup plus plat. Mais là, vraiment, par la direction d'acteur et par le jeu de Joaquin Phoenix, ce personnage a une épaisseur qui va au-delà de ce qui semble être écrit sur le scénario même. Oui, je sens que vous voulez rebondir. Oui, rebondir par rapport justement au jeu d'acteur de Joaquin Phoenix. C'était une réflexion que je me faisais. Il y a des films à venir où il y a des grosses performances d'acteurs qui incarnent des personnes qui ont vraiment existé, je ne les citerai pas, et qui bluffent tout le monde. Et ce que j'ai bien aimé moi dans sa performance à Joaquin Phoenix, c'est sa capacité en fait à incarner un personnage très fort sans se grimer. Plus que ça en fait, il a vraiment la gueule qu'il a habituellement et il est suffisamment fort pour qu'on l'oublie lui-même. Alors d'ailleurs question, sa lèvre, s'il y a une lèvre comme ça qui il a un bec de lièvre. Il a un bec de lièvre à la base, naturellement, mais parce que là il a un truc vraiment vénère qu'il a sur tous les plans. Il a un tic impressionnant. Moi je me suis dit ils ont juste maquillé ça. Il parle que de côté en fait. Il a un côté paralysé. Vous ne voyez pas mon visage, mais vous pouvez imaginer, il parle à peu près. Mais voilà, il a la lèvre totalement déformée et ça tout le temps. D'ailleurs la confrontation Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman est aussi très intéressante parce que je trouve que c'est vraiment comme si on faisait un portrait de deux styles de jeu radicalement différents. Un côté acteur studio avec Joaquin Phoenix, très Marlon Brando, jeune, et de l'autre côté le jeu à l'anglaise, un peu Laurence Olivier ou Marlon Brando vieux d'ailleurs. Donc c'est marrant de voir les deux se confronter. C'est deux incarnations de Marlon Brando à cette période de temps. On n'a rien compris au film. En fait, c'est Looper le film. C'est Looper. Non mais moi je repense du coup ça fait écho à la performance de Philip Seymour Hoffman dans le biopic sur Truman Capote qui était extraordinaire, génial. Voilà. À voir à rajouter dans vos listes DVD. Et aussi juste par rapport au personnage Freddy, c'est que tu disais alcoolique, qui aurait pu être juste un alcoolique. Moi je pense vraiment, j'ai même pas forcément fait le lien avec son côté alcoolique, même si oui on le voit boire tout le temps, mais pour moi c'était à la base c'est qu'il est fou. Et que c'est vraiment une bête quoi, tu vois vraiment juste fou à cause de la guerre en fait. Oui mais voilà, c'est une espèce de discours c'est jamais dit. C'est ça qui est génial dans ce personnage là, c'est que c'est flou. On sait pas du tout d'où ça vient cette folie et cette bestialité, c'est super intéressant. C'est très bien et ça sera la différence par rapport à Maniac dont on va parler après parce que justement là le fait qu'on sache pas d'où ça vient, c'est justement très intéressant vu qu'on nous l'a largué avec ce personnage là qu'on suit, on sait pas où il va. Alors puisqu'on parle de bestialité et qu'on définit le personnage comme ça d'ailleurs, ça me fait penser juste à un tout petit point. Ce qui est remarquable, c'est qu'à aucun moment le personnage de Freddy n'est convaincu par les thèses de Lancaster. En fait, c'est ça qui est assez marrant. Pourquoi est-ce que pourtant il le défend et il tabasse, on peut le dire, ceux qui remettent en doute ses thèses, c'est uniquement parce que Lancaster c'est le mâle dominant et voilà c'est une bête donc il fait des réactions de meute et ça c'est formidable d'avoir traité ça. Oui, c'est ça. Je vais pas spoiler le film, il y a une question qu'il pose clairement pendant l'interrogatoire à aidez-moi à Freddy. Il pose clairement une question qui résume pour moi tout le comportement ah oui mais si je ne parle pas justement je pas rebondir sur le thème de la loyauté. Tout est de la bestialité, tout est dans la loyauté. Exactement. C'est vraiment tout est là-dedans. C'est ça. On va passer au film suivant. Oui, on va passer au film suivant. Donc, mais quel est-il? Django Unchained. Donc Django Unchained. Bon, nouveau film de Quentin Tarantino juste après.